Bonsoir, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Paul Biya et Adamou Damjoya, Invisible, Cabral Libi et Maurice Kamto qui font foule à Douala. Maurice Kamto contraint de tenir son premier meeting de campagne sur les trottoirs de Bonabéry. Maurice Kamto, encore lui, obligé de déprogrammer son meeting de Kribi. Et enfin, des véhicules immatriculés CA corps administratif aperçus dans le meeting de lancement de RDPC à Marois. C'est le fait du jour, madame, monsieur. Campagne présidentielle les premiers jours. Pour en parler, je suis avec l'honorable Marlise Doualabel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député RDPC Vouri Centre. C'est bien cela. Et là, je vous vois en tenue, vous êtes en pleine campagne là. Même la nuit, comme ça. Mais il n'y a pas d'heure. Hein. Oui. Il n'y a pas d'heure. Pourquoi? Ça vous inquiète, tout ce que vous avez vu? Non, pas du tout. C'est que le travail est important et donc on a besoin des 24 heures d'une journée pour pouvoir tenir nos engagements auprès de notre électorat. Ok. Voilà, merci et bienvenue une fois de plus sur le plateau Equinox Soir. Je vous remercie de m'avoir convié. Voilà, sur ce plateau également, Casimir Désiré Tagny. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à tout le monde. Vous êtes directeur de la publication du Jeune Enquêteur. Et surtout journaliste d'investigation. Vous ne l'oubliez pas et je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites. J'allais terminer avec ça. Exact, merci pour cet honneur-là, surtout que vous réussissez avec cette émission, je le dis, je le redis. C'est une émission qui enchaîne et qui déchaîne. Et surtout que vous réussissez toujours à avoir des invités triés sur le volet. Ok, merci, merci. Sur ce plateau également, Fatim Zodjou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous mes copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, acteur social, écrivain, oui. Plusieurs casquettes. Hein. Plusieurs casquettes, mais c'est mieux qu'on reste comme acteur social. Acteur social, ok. Je commence avec vous, Casimir Désiré Tagny. Vous avez sûrement regardé cette campagne, le lancement. Vous étiez à Douala. Vous avez vu comment ça a commencé? Justement. Et comme j'ai dit d'entrée, on n'a pas vu Paul Biya, on n'a pas vu Adamou Damjoya. Comment vous expliquez ça? Je crois. Quel commentaire vous faites? Je crois que ne pas voir Biya physiquement ne veut pas dire que Biya est absent du terrain. Biya n'est pas absent du tout sur le terrain. Tout au contraire, moi j'ai même l'impression que c'est une campagne qui est totalement déséquilibrée. Puisque lorsque vous voyez la taille des affiches du candidat Biya, vous voyez les banderoles et tous... Il a préféré commencer par les affiches? Il a sa méthode, il n'a pas commencé seulement par les affiches. N'oubliez pas qu'il a publié ses 10 engagements sur la toile. De la même manière qu'il avait annoncé sa candidature sur la toile, il préfère... On a vu très actif, hein, le libéralisme communautaire. Le libéralisme communautaire, le deuxième volume est sorti récemment. Oui. Donc cela démontre qu'il est sur le terrain. Ce n'est pas sa présence physique qui doit être sur le terrain. Il n'a pas besoin... On connaît suffisamment Biya. Biya est là depuis 36 ans. On le connaît suffisamment. Moi, je crois plutôt que c'est les nouveaux candidats là qui ont besoin de s'afficher, de se montrer et de dire qui ils sont. Biya n'a plus besoin de dire qui il est. Biya a besoin de dire qu'est-ce qu'il va faire. Et il a 1001 manières de le dire. Il peut le dire sans être là. Et surtout, lorsque vous savez que pratiquement tout le gouvernement est en campagne pour Biya, vous comprenez qu'il n'y a presque pas match, hein, j'ai l'impression, dans cette campagne. Donc, et c'est là où je me pose la question. Est-ce que la campagne que Biya est en train de faire là, il le fait avec les moyens d'État, ou alors c'est les moyens d'un candidat simple comme Paul Biya? Parce que lorsque nous voyons la taille des affiches, des banderoles et tout, la force de l'expérience, je crois que la présence de Marlise Doualabel ici, avec tout son accoutrement là, démontre à suffisance qu'il y a un déséquilibre au niveau de cette campagne électorale. Oui, on en parle tout à l'heure. Je vais rappeler que nous avons convié à ce programme un représentant du MRC. Ils sont toujours attendus. Marlise Doualabel, dites-nous, cette campagne, Casimir a dit, on n'a pas besoin de voir Biya le premier jour. Alors, je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Oui. Que chaque candidat a sa stratégie.
Et la stratégie que chaque candidat déroule est fonction de sa cible. Je pense que la préoccupation de notre candidat, c'était d'abord de mettre en place toutes les équipes sur l'étendue du territoire pour que la vérité, la réalité soit édifiante pour tout le monde, que l'ancrage du RDPC est bel et bien national. Et je pense que là, nous avons gagné ce pari, puisque pratiquement dans tous les départements, il y a eu un lancement, sauf quelques exceptions. Mais nous avons réussi notre pari. Les exceptions, c'est où? C'est le nord-ouest, le sud-ouest? Non, le nord-ouest et le sud-est ont comment dirais-je, démarré avec la campagne. Non, on a vu Bamenda et Boya, c'est tout ça le nord-ouest? C'est tout ça le sud-ouest? Non, écoutez, quand vous posez une telle question, soit vous voulez me titiller, non, je ne vais pas vous titiller. Alors, vous connaissez la réalité de ces deux régions. Oui. Et vous savez pertinemment que, compte tenu de cette réalité, il aurait été difficile d'attaquer sur tous les départements. Donc, il y a eu quand même des actes qui ont été posés pour montrer que ces deux régions font bel et bien partie de la République du Cameroun. Et comme ailleurs, le RDPC a lancé la campagne avec les responsables du parti, depuis le comité central jusqu'aux militants de cellules, et je pense que ça a été édifiant pour tout le monde. Ok. Faustine Djosou, vous, l'acteur social, bon, vous avez vu le déploiement, on va le dire comme ça, le déploiement des 6 candidats, de samedi à dimanche, parce qu'il y en a qui sont entrés en scène dimanche seulement. Déjà, il faut dire que tout se passe bien. À Douala, on a vu Maurice Kamto, Cabral Libi. Dans le Mungo, on a vu Joshua Oshi. On a Espa Matomba qui semblait faire une sorte de caravane. Et Franklin aussi était dans le Mungo. Franklin aussi, moi j'ai vu tout à l'heure des chaises disposées au stade Marion à la cité SIC, oui, préparer un meeting sur le site où Cabral Libi a pu remplir. Et pour ce qui est du RDPC, vous savez, cette question du RDPC est tout autre parce que on peut dire les élites, que ce soit l'élite des régions, que ce soit l'élite politique, que ce soit l'élite gouvernementale, sont acquises à la cause du RDPC. Du coup, on ne peut pas essayer de vouloir questionner la campagne électorale tout en déposant le RDPC et d'autres partis politiques sur la balance, dans la mesure où le RDPC, loin d'être un parti politique, est une machine politique. Vous voyez, le journaliste d'investigation assez bien le dit, je ne sais pas si s'est rendu compte, que tout le gouvernement est en campagne pour le RDPC. Ça veut dire tout simplement que le gouvernement a démissionné peut-être de ses fonctions pour aller battre campagne pour le champion. Moi, je pense même que si j'étais du RDPC, je n'aurais pas le dit que le gouvernement est en campagne pour le RDPC parce que le gouvernement reste le gouvernement de la République et non le gouvernement du président Biya. Bon, pour ce qui est de la campagne, globalement, tout se démarre bien. Le Cabral Libi, qu'on pensait ne pas être populaire, malheureusement, moi j'étais présent au meeting de Cabral, j'étais présent au meeting de Maurice Kamto également. Une très grande surprise déjà pour Maurice Kamto à Bonabéry et Cabral également au stade Sikam. Moi, ce que je ne croyais pas, moi j'ai vu là. Donc, cela démontre à suffisance seulement que le peuple a besoin du changement. Maintenant, qui est ce candidat-là qui apportera un changement pour que le président bien actuellement aille se reposer? Est-ce Maurice Kamto? Est-ce Kaba? Est-ce Joshua Oshi? Je pense que nous allons essayer de faire des analyses sur ce plateau aujourd'hui. Marie Dolabel, je reviens à vous. Lorsque vous avez vu cette foule-là, Maurice Kamto samedi au lycée bilingue de Bonabéry, au trottoir, et du côté de Saint-Michel, Cabral Libi hier au stade Sikam, franchement, dites-nous, au RDPC, comment vous êtes senti? Alors, premièrement, tout à l'heure, mon copanéliste a parlé d'accoutrement. Ça, c'est pas un accoutrement, c'est les atouts de la séduction. D'accord? Quand nous allons rencontrer nos électeurs, nous nous présentons sous une forme
j'allais dire, qui respectent ce qu'ils sont et qui annoncent la valeur de notre candidat. Donc, c'est pas un accoutrement. Mais est-ce que les autres candidats ont cette possibilité de se présenter comme ça? Ce n'est pas un accoutrement. D'où sont venus les moyens pour cette présentation, Président honorable Marlys? Alors, laissez-moi vous répondre. Si ils avaient le même souci que nous, vous comprenez, ils auraient fait au moins des t-shirts. Peut-être qu'ils n'auraient pas eu des atouts aussi prestigieux que les nôtres, certes, mais ils auraient eu des atouts à la dimension de leurs moyens. Mais peut-être que ce n'est pas une priorité pour eux. Je voulais juste vous demander de ne pas appeler ça un accoutrement parce que ça me vexe. Et puis, ensuite... la forte mobilisation de... La forte mobilisation... Maurice Kamto samedi et Kabel Libi, surtout. J'ai aimé déjà la forte mobilisation du RDPC parce qu'il fallait aussi vivre ça. C'était le plein d'œufs était fait aussi de ce côté-là. Vous avez oublié de le signaler, d'accord? Deuxièmement, je regarde le meeting de Cabral et je suis pleine de fierté. Je suis pleine de fierté parce que voilà une des grandes réalisations du renouveau, c'est-à-dire la liberté des institutions qui donnent la possibilité à la jeunesse de se lever. Et Cabral a prouvé qu'il suffisait d'avoir ce courage et cette foi, cette croyance pour se lever. Vous avez oublié le détail de mercredi, jeudi de la semaine dernière. Alors, je n'aimerais pas entrer dans ce détail parce que je suis une grande personne et que je ne veux pas froisser certaines personnes. Parce que quand on va dans le détail de cette histoire, il y a quelqu'un qui a fauté et qui a créé la situation. Ce n'est pas monsieur le sous-préfet. Excusez-moi. Parce que moi, je fais partie des députés qui essayent, pas Cabral non plus, non, c'est pas Cabral non plus. Autant que faire se peut, d'aller toujours vers la source et d'essayer de comprendre les phénomènes sociaux ou alors les situations qui peuvent se présenter. Donc, je suis allé à la source et croyez-moi, et la personne qui est responsable de cet embrigoglio-là, il se connaît. Elle se connaît. Bon, on va laisser se passer. Ce qui est merveilleux, c'est que finalement, la démocratie a joué et Cabral a pu tenir son meeting. C'est pareil pour Bonaberry. Pour Bonaberry, je ne sais pas si le représentant du candidat Kamto est déjà là, parce que en fait, tout ce que le sous-préfet a fait, c'est respecter la loi, en rappelant les dispositions des articles 93, 94 et 95 du Code électoral, qui dit qu'on n'occupe pas comment dirais-je, la voie publique. On n'occupe pas, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative. Donc, a priori, le sous-préfet a d'abord fait valoir cette loi-là et a même proposé un espace à la préfecture la sous-préfecture de Bonaberry, c'est-à-dire tout cet espace qui est pratiquement vers la mairie à Bonassama et tout, mais ça ne convenait pas aux organisateurs qui ont insisté pour tenir leur meeting là où ils voulaient. Mais lui, il sentait bien qu'en mettant le meeting à cet endroit, j'allais dire le débordement vers la voie publique allait certainement être gênante. Et d'autre part, nous sommes tous des responsables. Nous savons que dans la migration qui s'est faite du nord-ouest vers le littoral, Bonaberry est un point central. Et que tous les responsables que nous sommes doivent être en veille pour éviter qu'il n'y ait des petits soucis. Donc la démarche de monsieur le sous-préfet, parce que j'ai fait le déplacement, je suis allé le voir, il m'a montré le courrier qu'il a adressé à l'équipe Kamto, et je l'ai lu, et j'ai compris que son souhait, ou son désir, ou sa motivation n'était pas d'empêcher le meeting. Et je pense qu'il faut tous qu'on évite la psychose et il y a quand même eu meeting. Cette envie, il y a eu meeting. Et cette envie tout le temps de se victimiser, franchement, le RDPC n'a peur d'aucun candidat. Le RDPC n'a peur d'aucun candidat. Et le RDPC qui accompagne le président Paul Biya dans le déroulement de son programme de société est heureux de voir que
il y a ces candidats qui ont une valeur certaine, que le jeu peut se faire peut-être plus librement ailleurs qu'à certains autres endroits, on peut le convenir, mais grosso modo, on peut penser que c'est une campagne qui s'annonce comme sous des auspices de liberté et du respect de la loi. Ok. Casimir Tagné, cette période, est-ce qu'on ne devrait pas un peu lever le pied sur la pédale, les sous-préfets? Est-ce qu'on doit à tout prix, c'est une période de campagne, respecter les choses à la lettre? Mais c'est le code électoral. Le code électoral n'empêche à aucun candidat de tenir meeting. Voilà, justement. De deux, le code électoral ne demande à aucun sous-préfet d'indiquer où est-ce qu'un meeting doit avoir lieu. Ça, ce n'est pas ça le code électoral. Contrairement à ce que dit-il? L'honorable dit. Non, que dit-il? Que disent ces articles? Contrairement à ce que vous dites. Parce qu'on a eu le même cas à Kribi. Vous avez, et vous, ce qui m'intéresse. Il y a eu le même cas à Kribi. Exactement. Ce qui m'intéresse, c'est que pour le cas Cabral Libye, honorable Marlise Doualbel reconnaît que quelqu'un a fauté. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait déjà de celui qui a fauté? Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour le cas de Maurice Kamto à Bonabéry, moi, j'ai même l'impression que certains administrateurs civils ou alors certaines autorités administratives sont de connivence avec certains candidats pour propulser leur popularité. Parce que vous savez bien qu'au Cameroun... C'est comme ça que vous voyez... Oui, parce que vous savez qu'au Cameroun, lorsque vous voulez rendre quelqu'un populaire, vous interdisez ces manifestations et automatiquement vous aurez l'effet contraire. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Alors, le fait d'avoir interdit le meeting de Cabral Libye et celui de Maurice Kamto. Cabral Libye, c'est du côté de Douala 5e, alors que l'autre c'était du côté de Douala 4e. J'ai l'impression que ces deux interdictions ont fait l'effet contraire. Nous connaissons cette méthode-là parce que dans le temps, lorsqu'on censurait, c'est quand on censurait nos journaux que chacun voulait lire pourquoi est-ce qu'on a sanctionné, pourquoi est-ce qu'on a censuré, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a une petite complicité qui ne dit pas son nom. Et puis, j'attire l'attention des autorités administratives pendant cette campagne. Il ne faudrait pas qu'ils essayent de pousser le bouchon un peu trop loin. Il ne faudrait pas qu'ils empêchent le jeu démocratique de se tenir. Qu'ils laissent, pendant la période électorale, c'est une période spéciale. Voilà. Il faut juste indiquer où est-ce que, quel est le calendrier de vos... Quel est le calendrier? Le calendrier, ça signifie tout, le programme et tout de vos sorties, des sorties pour que le sous-préfet... Il est vrai, comme l'honorable l'a dit, que Bonabéry est une zone sensible. Mais il faut prendre des dispositions pour encadrer les meetings de ces candidats-là au lieu de les empêcher. Le sous-préfet aurait mieux fait. Je ne pense pas que c'était un problème d'occupation de la chaussée parce qu'on ne peut pas occuper la chaussée, ça on le sait. Mais on peut tenir un meeting, vous connaissez il y a la foule. Donc, comment on fait? On peut gérer. Nous avons suffisamment de forces de maintien de l'ordre qui peuvent permettre à tout véhicule de passer. Quand le RDP se tient son meeting, que ce soit à Madagascar ou alors au Carrefour Shell-Nubel, vous savez comment les gens font pour passer? Pourtant, c'est en pleine chaussée, c'est dans un carrefour, c'est dans un lieu public. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas permettre que les autres fassent leur meeting de manière libre, libérale et comme ils veulent, et puis les forces de maintien de l'ordre viennent tout simplement encadrer et permettre aux véhicules de circuler. Donc voilà, moi je dis, c'est déjà un jeu, c'est un jeu déséquilibré à tous les niveaux, y compris les forces de maintien, les autorités administratives qui jouent le jeu de certains candidats. Ok. Fauting, vous aussi, vous y voyez deux poids, deux mesures? Bon, déjà parler de l'occupation de la chaussée, c'est un argument farfelu dans la mesure où nous savons qu'au Cameroun, on occupe la chaussée pour faire des anniversaires, pour faire des deuils, pour faire des événements les plus loufoques et que personne n'est averti, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un communiqué pour dire aux gens que telle voie et telles voies seront occupées tel jour de telle heure à telle heure pour telle raison. Ça veut tout simplement dire que on ne peut pas, parce qu'il s'agit d'une campagne électorale, parler de l'occupation de la chaussée, parce que chez nous, la chaussée s'occupe quand et comme on veut, à condition de notifier le sous-préfet. On ne sait même pas comment faire pour faire des funérailles dans la ville de Douala qu'en plein chaussée.
Les meetings et les réunions du parti au pouvoir se tiennent toujours sur des chaussées. Ça ne se tient nulle part ailleurs que sur des chaussées. En plein où on bloque, on met des tentes, la population doit aller se trouver une route au sous-quartier. Mais la question que je me pose, c'est celle de savoir, est-ce que quand ce sous-préfet sort une note et essaye d'interdire les meetings, si on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il pense que ce meeting peut véritablement ne pas avoir lieu s'il essaie d'interdire? Parce qu'une fois qu'on a interdit le meeting de Cabral Libye, moi j'étais l'une des premières personnes à écouter une de ses vidéos où il disait le meeting va se tenir avec ou sans le sous-préfet. Et Kamto lui-même, parce que nous avons lu la note de Maurice Kamto très tôt le matin, a fait le bras de fer et a tenu le meeting. Moi je pense qu'il ne faudrait pas qu'on amène les gens à croire qu'on n'a pas besoin que l'opposition fasse ses meetings. Il faudrait que ces administrateurs essayent un peu d'être moins zélés. Parce que parfois, je me pose la question de savoir si à l'ENAM, il n'y a pas une unité de valeur qui s'appelle comment interdire les manifestations publiques. Parce qu'on ne peut pas expliquer qu'à chaque fois, on parle d'interdiction de manifestations. Ce n'est plus une affaire d'aujourd'hui. Bien avant même que la campagne ne commence, on a vu des meetings, des réunions politiques être un peu interdites partout dans le pays. Alors, si nous voulons tenir une élection saine, puisque nous avons un objectif, c'est que le Cameroun continue dans sa stabilité après les élections. Et pour ce faire, il faudrait que chaque candidat arrive à comprendre que si lui il a perdu les élections, ce n'est pas parce qu'un administrateur ou un membre du gouvernement a mis sa main dessus. Il faudrait qu'on en aille. Il ne faudrait pas que demain, les gens trouvent des arguments pour justifier je ne sais pas quoi. Il faudrait qu'on arrive à accepter demain librement parce que nous avons été libres durant la période de campagne que durant les élections. Parce que après les meetings, on aura d'autres choses qui vont sortir des bureaux de vote. Et puis, on n'aimerait pas en arriver là. Il faudrait que les gens acceptent vivre en République. Aucun article de la loi n'autorise ni la loi électorale, ni le code civil, aucun article n'autorise le sous-préfet à choisir un lieu de meeting. On parle de meeting public. On dit au sous-préfet on veut tenir un meeting. C'est dans l'enceinte d'un collège. S'il trouve que la circulation va être bloquée parce qu'il y aura l'affluence, alors il n'a qu'à sortir et chercher des voies de contournement, comme il le fait généralement lorsqu'il s'agit des deuils et des meetings du parti au pouvoir. Pour moi, c'est comme ça que nous devons fonctionner pour qu'après les élections, les gens continuent d'accepter que s'ils ont perdu, ce n'est pas parce qu'un sous-préfet, un préfet, un gendarme ou un policier a fait quoi que ce soit, mais tout simplement parce qu'il n'a pas été en mesure de remporter l'élection. Il faut même ajouter à la suite de M. Poutine et Serge Alain que tout ce qui se fait pendant la campagne électorale peut être un prétexte pour l'annulation des élections par la suite. C'est-à-dire si il y a eu un écart de comportement, on est en voie de prendre des notes et saisir le Conseil constitutionnel après la proclamation des résultats. Surtout, allez pas relancer là. Ok. Il est sur ce plateau avec nous également, Maître Martin Bitton. Bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Voilà, je demande des excuses pour mon retard, mais vous connaissez la ville de Douala avec les embouteillages, et puis vous connaissez mon programme qui a été chamboulé à la dernière minute. Voilà, bienvenue sur le plateau. Vous êtes ancien magistrat et aujourd'hui avocat. Vous avez tenu à apporter un certain nombre, à dire un certain nombre de choses, parce que depuis, on va appeler l'affaire Cabral Libye, sous-préfet Douala 5e, beaucoup d'eau a coulé sur le pont. Oui, Serge Alain, il faut préciser que j'ai été président du tribunal de grande instance par intérim dans les années 92. Les années de Braise. Voilà. Les années de Braise. Les années de Braise. Et il faut dire que je les ai vécues et à Bafoussam où j'étais conseiller à la Cour de 89 à 91 et on m'a affecté en 92 à Douala. Donc j'étais président de la fameuse audience du chasseur du lion. Oui. C'est-à-dire Jean-Jacques Kindi, qui devait tenir un meeting en tant qu'opposant. Et vous savez, c'était la démocratie naissante, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique noire, du Cameroun notamment. Et donc, j'ai eu
à être confronté à ce genre de situation. Lorsque la loi sur les associations, n'est-ce pas, dit que nous sommes désormais dans un système déclaratif. Vraiment, avec tout le respect que je dois, n'est-ce pas, à la fonction de magistrat et à la fonction judiciaire, et même, n'est-ce pas, à la fonction gouvernementale. Il faudrait que nous sachions que si nous avons dit que nous avons amorcé la démocratie et que par ailleurs nous sommes en train d'évoluer, n'est-ce pas, vers l'amélioration de cette démocratie, il faudrait que nous imitions ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les grandes démocraties. Le système déclaratif veut dire ceci, que lorsque une association fait une déclaration au sous-préfet, ou au préfet, ou au gouverneur, en tout cas qui peut le plus, peut le moins, et même au ministre de l'administration territoriale, parce que même lui peut interdire. Hein, bon, il n'est pas question pour l'administrateur, n'est-ce pas, qui a reçu la demande, n'est-ce pas, de tenue du meeting, la déclaration. Il n'est pas question d'interdire ou d'autoriser. Il s'agit d'une déclaration et l'autorité doit prendre les mesures nécessaires pour encadrer, n'est-ce pas, cette manifestation. C'est pas pour rien qu'il y a les forces, aujourd'hui on les appelle les forces de défense. Hein? Il y a comme force de défense, il y a les militaires, il y a les gendarmes. Les forces de maintien de l'ordre. Oui, non, les forces de défense en général. Il y a là-dedans les militaires, les gendarmes, les policiers, les sapeurs-pompiers. Alors, vous voyez donc, hein, toute cette panoplie de forces, c'est pour permettre à l'autorité d'encadrer la manifestation. Et je ne sais pas pourquoi les sous-préfets notamment pensent qu'ils ont vocation à interdire ou à autoriser une manifestation. Et moi j'avais été saisi parce que justement à l'époque le sous-préfet de Douala Ier, je peux dire son nom parce que maintenant il n'est plus en fonction, M. Laurent Mindia, avait interdit la manifestation de Jean-Jacques Ekindi. Et comme la loi le prévoit, ils ont saisi le tribunal de grande instance. J'étais donc président par intérim parce que mon patron était au BIT à Yaoundé et c'est moi qui étais en charge du tribunal. J'ai reçu le dossier et pendant que je m'apprêtais à autoriser justement à annuler la décision du sous-préfet, il s'est trouvé que dans la forme, n'est-ce pas, les avocats n'ont pas été vigilants pour voir que parmi les dossiers, il y avait 2 pièces qui manquaient, c'est-à-dire la quittance qui devait être de 17 500, comme prévoyait la loi, et puis ils ont manqué de voir que le sous-préfet devait se prononcer par un arrêté du sous-préfet. Alors, je ne sais pas si il l'avait fait exprès, mais il a répondu par une lettre administrative. Ce qui veut dire que si on ne saisissait pas le tribunal pour annulation de cette décision, mais simplement pour nullité de la correspondance du sous-préfet, c'est-à-dire que là, il y avait nullité. Au lieu de répondre par un arrêté du sous-préfet, il a répondu par une lettre administrative. C'était nul. Encore que pendant la campagne, pendant la période électorale, c'est une période spéciale. La forme, n'est-ce pas, l'important sur le fond, évidemment, les 2 pièces ont fait que ils ne puissent pas prospérer. Je vous prends un cas. Hein. Nous sommes le 19 septembre dernier, nous sommes en Ngaoundéré. Le ministre Jules Dorindongo tient une réunion en Ngaoundéré avec ses collaborateurs de la région. Franklin Dufort, un candidat, hein. Nous sommes en période de pré-campagne. Il s'est attaché les services des conducteurs de moto qui passent devant la salle où le ministre est en train de tenir sa réunion. Le sous-préfet sort, il bloque le cortège, il dit vous avez reçu autorisation de manifestation à la place des fêtes.
et non dans les artères de la ville de Ngamdéré. Comment on fait pour se rendre à la salle de fête? Non, je crois que là, c'est un abus et une fonction. Nous sommes en Ngamdéré, je dis le 19 septembre. Oui. 3 jours avant le lancement de la campagne. Non, de toute manière, ça c'est... Il a agi là comme un shérif. Hein? Non, moi je crois que une autorité administrative doit agir quand elle est saisie. Oui. Et il y a des cas qui prévoient qu'on le saisisse. Oui. Il ne vient pas, n'est-ce pas, spontanément interdire une manifestation. J'aurais même appris que quelque part, n'est-ce pas, on a invité les chefs traditionnels, n'est-ce pas, dans un meeting, et le sous-préfet est venu dire que dégagez-moi, allez leur dire de dégager de là. Non, attendez, nous sommes où là? Voilà. Bon, un autre aspect pour cette campagne, Casimir Désiré Tagné. Oui, vous voulez? Oui, je voulais réagir pour dire que je suis surprise. Moi, je ne suis pas juriste, mais je me suis renseignée et j'ai eu des éléments factuels. Qu'on soit en période de campagne ou pas, il y a la loi, le code électoral. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer, c'est le code électoral. Il s'agit des élections, oui ou non? Oui. Donc, s'il y a des lois qui relèvent de ce code électoral, est-ce qu'il faut les respecter ou non? Parce qu'il est bien clairement dit, et c'est ce que je disais à mon co-panéliste, il est bien dit, article 95, sauf autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente, les réunions ne peuvent se tenir sur la voie publique. C'est bien écrit, c'est une loi. Alors on ne peut pas à la fois reprocher à l'administration de ne pas respecter les lois de la République, et quand l'administration respecte une loi de la République, pareil, on trouve qu'il n'a pas été jugé. Mais là, le meeting s'est tenu quand même. Non, mais je veux dire... Donc vous voulez dire que le... Attendez, non, je voulais d'abord que de manière factuelle, mes copanélistes acceptent que cette loi existe. Parce que c'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on est partisan qu'on va ignorer la réalité. La réalité, c'est que en période électorale, et on est bien en période électorale, pour qu'un meeting se tienne sur la voie publique, il faut qu'il y ait autorisation spéciale de l'autorité administrative territorialement compétente. Voilà ce que dit la loi. Maintenant, si vous trouvez que cette loi n'est pas correcte parce que, au fond, c'est une période où on devrait être un peu plus flexible, ça c'est autre chose. Mais on ne va pas faire le procès à monsieur le sous-préfet d'avoir respecté la loi. Restons dans le contexte. Parce que madame semble vouloir indirectement nous accuser d'avoir nié qu'on ne doit pas tenir des meetings sur un lieu public. Il faudrait non, je parle du code électoral. Il faudrait qu'on se comprenne. Le meeting du MRC, vous n'avez pas été honnête. J'ai dit ceci. Parce que quand j'ai fait allusion à ces articles, aucun article du code électoral ne demande au sous-préfet de choisir le lieu où les meetings se tiendront. Ce n'est pas ce que le sous-préfet a fait. C'est ce que j'ai dit. Le sous-préfet a dit que le lieu choisi par le MRC... Parlons pas en même temps, s'il vous plaît. Cependant, le lieu choisi par le MRC... Donnez-moi une minute. Le meeting du MRC n'allait pas se tenir avant. Une minute, quand on a raison. Là, sur le coup, je pense que j'ai raison. Honorable, je prends encore le MRC. Le MRC devait tenir un meeting le week-end, mais à la place des fêtes de Kribi, le sous-préfet de Kribi 1er a proposé un autre endroit. Comme quoi, un peu comme ce qui s'est passé... Toujours par rapport à la voie publique. Non, là c'était à la place des fêtes de Kribi. C'était pas sur la voie publique. Non, la place des fêtes de Kribi. Écoutez... il a proposé un autre endroit. Quoi, la plage? Oui, la place. Donc vous êtes au courant de l'info. Voilà. Bien. Non, ce que je veux dire, c'est que... Entre autres, il a proposé deux sites au MRC. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous obligés d'être vigilants, parce que la démocratie ne peut pas prospérer si effectivement nous ne veillons pas à ce que les lois soient respectées. Là, nous sommes tous d'accord. Mais pour une fois, si la loi est respectée, il ne faut pas qu'on fasse un procès en sorcellerie. Par contre, le cas de Kribi, je vous jure que je n'ai pas les éléments. J'ai parlé de la plage parce que, bon, je trouve que la plage est belle. Mais je n'ai pas les éléments et j'aime bien, avant de défendre une cause, m'assurer que j'ai des éléments qui me permettent de défendre la cause.
dans tous les cas. Oui, beaucoup d'autorités administratives, beaucoup de sous-préfets manifestent un excès de zèle dont on a besoin. Et très souvent, je l'ai dit tout à l'heure, cet excès de zèle produit l'effet contraire de ce qu'ils avaient voulu. Parce qu'en interdisant un meeting, ils rendent certains candidats populaires sans le savoir. Et ça, c'est la méthode au Cameroun. Donc, et par rapport à l'utilisation, on a vu beaucoup de CA à Marois dans la campagne. Je voulais en arriver. Oui. Et M. Foutsing l'a dit même. C'est de la tricherie déjà? C'est de la tricherie parce que les voitures CA, c'est les voitures de tout le Cameroun. Oui. C'est de la même manière. Le patrimoine. C'est de la même manière que vous voyez les affiches du candidat RDPC. J'ai posé la question de savoir, mais tout à l'heure, je croyais que Marlise, l'honorable, devait me répondre. Alors permets-moi de te répondre. Si, je reviens pour que tu saisisses bien la question, pour savoir si c'est les moyens de l'État que le candidat bien utilise, ou alors si c'est les moyens propres du candidat. Il est vrai, nous avons, tous ces derniers temps, nous avons été habitués à des cotisations spectaculaires où on voit des ministres venir cotiser 2 millions, 3 millions. On obligeait, il y a même eu des lettres circulaires où on donne le taux minimal qu'un membre du gouvernement ou un directeur général doit cotiser. Et c'est là encore, je dis, ça c'est du vol organisé. Ça c'est du vol bien organisé. Parce que il faut bien que tôt ou tard, qu'il nous justifie la provenance de ces sous-là. Moi, je fais dans la communication. J'ai même été directeur de campagne, peut-être à un certain niveau des candidats au niveau du municipal ou législatif. Je sais ce que coûte une affiche. Je sais ce que coûtent ces banderoles murales que le RDPC utilise et qu'on en trouve à chaque bout de champ. Et que vous allez voir que jusqu'à la fin de la campagne, aucun candidat des 8 autres ne pourra utiliser ce genre d'affiches-là parce qu'ils n'ont pas les moyens. Vous permettez donc je me pose d'où viennent ces sous? Est-ce l'argent de Paul Biya ou alors l'argent de l'État? Et je complète. Non, nous restons aujourd'hui. Les affiches feront l'objet d'une autre émission. Sur la présence des véhicules immatriculés CA. Alors, une fois de plus, je ne peux pas en parler parce que un véhicule CA ou 2 véhicules CA peuvent être garés parce qu'on veut faire sortir quelqu'un du meeting. Parce que peut-être qu'on a besoin de la personne à son service et qu'il faut aller la récupérer. Alors à ce moment-là, si c'est le chauffeur... Le week-end, un dimanche? Pourquoi pas? Nous sommes en période comment dirais-je, de mouvement. Nous sommes en période de mouvement. Donc, un télégramme peut tomber, un fax peut tomber, un mail peut tomber. Donc, on peut aller récupérer un responsable parce qu'il faut qu'il rentre à son bureau. Par exemple, je donne un exemple. C'est un mauvais exemple, deuxièmement, ce n'est pas le cas. C'est pas comme cela que ça se passe. On voit les voitures CA dans la caravane dans un cortège. Et très souvent, les cortèges des ministres. Casimir, je vous en prie. Deuxièmement, je voudrais qu'on fasse preuve de maturité. J'ai vu les campagnes, bon, le pays qui nous est le plus familier, c'est la France. Mais quand le président sortant est candidat, son déploiement n'a rien à voir avec le déploiement des autres. D'accord? On l'a vu avec Mitterrand, on l'a vu avec Chirac, on l'a vu avec Giscard. À la seule différence... Non, il n'y a pas de différence. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs que souvent sont questionnées les sources de ces financements. C'est donc pour dire que, de toute façon, quand ça se déroule et on sent bien la différence entre le candidat sortant et le président sortant et les autres candidats qui forcément n'auront peut-être pas sur le plan logistique ou sur le plan... Parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'État. Parce que là, le RDPC utilise ce qu'on appelle les moyens de l'État. Mais je suis en train de vous dire que partout dans le monde, ça se passe comme ça. Non, mais ça ne se passe pas partout dans le monde. Non, il faudrait... Vous avez été dans quel monde où vous avez vécu une campagne électorale? Ok, vous voulez... Maintenant, non, je peux... Attendez, honorable, termine son propos.
Laissez-moi terminer. Oui. Terminer, honorable. Donc, pour moi, cette question de moyens est forcément à mettre en rapport avec les capacités de chaque candidat. Or, les capacités du président sortant, on ne peut pas finir de les identifier. Elles vont de, j'allais dire, des relations particulières qu'il a et de par le monde. Elles vont dans justement les membres du gouvernement. Quand le Parti socialiste, quand le Parti socialiste a un candidat qui est un président sortant, les ministres socialistes ne battent pas campagne, les députés socialistes ne battent pas campagne. Donc moi je dis laissons ces enfantillages parce que de toute façon ça se passera comme ça même quand il y aura un autre président. Parce que ça fait partie des faits qui avantagent la personne qui est dans une position de pouvoir. Et c'est comme ça. Ok. Oui. Moi je crois que notre président a dit qu'il était le meilleur élève de la France à un moment donné. Et lorsqu'on prend justement l'exemple de la France, une fois, M. Chirac a rappelé à Mitterrand qu'il n'était pas président, mais qu'il était candidat. Donc, il n'était pas monsieur le président, oui. Et donc il devait avoir une sorte d'équité entre les candidats. Et c'est ça. Quand un parti, fût-il au pouvoir, emploie les véhicules administratifs, c'est les véhicules de tout le monde. Donc, ils devraient les mettre de côté, utiliser leurs propres véhicules, ils en ont. Ou alors, louer des véhicules, ils ont de l'argent. Donc, je dis, moi, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un vol, non. Mais c'est une tricherie. Okay. Là, on n'est pas d'égal à égal, on n'est pas à armes égales. Ça, c'est d'un. De deux, je crois que lorsque on dit qu'on ne doit pas tenir les meetings sur la voie publique, généralement ici, le cas dont on a parlé, c'était une caravane qui passait et on a interdit, n'est-ce pas, ce mouvement. C'était pas un meeting à la voie publique. Et lorsqu'on a interdit... Vous parlez du meeting de Maurice Kamto? Non, enfin, pour le meeting de Maurice Kamto, il devait normalement tenir ce meeting à l'intérieur du lycée bilingue. Bon, maintenant que, par la force des choses, on a interdit le meeting, ce qui n'est pas normal. Il n'y a pas d'interdiction, je rappelle, c'est une déclaration. Donc, sous-préfet... Vous n'attendez pas une autorisation? Non. Donc, le sous-préfet devait prendre les moyens nécessaires pour encadrer ce meeting. Maintenant, lorsqu'il s'est installé, on a vu que par la force des choses, il y a beaucoup la population est nombreuse. Il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative. Ils ont toléré. Et maintenant, entre la tolérance administrative et la loi, qu'est-ce qu'il faut respecter? Moi, je crois qu'il faut respecter la loi. C'est pas comme ça que ça s'est passé. L'autorisation a été questionnée, la demande a été présentée. Et monsieur le sous-préfet a dit que l'espace réservé allait forcément, du fait du nombre de personnes attendues, déborder vers la chaussée. Voilà comment ça s'est passé. Okay. Mais il n'a pas vocation à apprécier. Il devait prendre les mesures pour encadrer. C'est ça. Merci. C'est tout ce qu'on lui demande. Ça, c'est d'excès de zèle. Okay. Merci. Bonsoir Cédric. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant. Qu'est-ce que vous avez au menu pour les millions de téléspectateurs Equinox? Ce soir, nous parlerons de ces coups de feu qui ont été entendus à l'hôtel Sawa, situé à Bonandio, quartier administratif de Douala. Vous avez vu comment les images et cette nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, mais aussi à travers le triangle national. Le gouverneur parle d'une fausse alerte et rassure à la fois les occupants de l'hôtel et les populations sur les mesures de sécurité qui ont été prises pour dissiper cet incident et le circonscrire. Pourtant, des images que nous avons obtenues de façon exclusive révèlent comment des hommes en tenue ont neutralisé des suspects au sein de l'hôtel Sawa. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et sur la route d'Etoudi 2018, nous sommes rendus au 3e jour de la campagne électorale et vous suivrez dans Écho de campagne comment les candidats se déploient à travers le pays alors que Joshua aussi se trouve ce soir dans la région de l'Adamawa
pour battre campagne auprès des populations du Grand Nord. D'autres candidats sont déployés à Douala, aussi dans plusieurs départements de la région du centre, mais aussi à l'est, afin de conquérir les voix des électeurs pour le scrutin présidentiel prévu le 7 octobre 2018. C'est Jalin. Voilà, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h que va présenter Cédric Noufélé. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après, toujours en compagnie des experts pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie des experts. Et le premier à prendre la parole, c'est toujours Casimir Désiré Tagné. Dieudonné Va Dibois-Di, incident géré et circonscrit. Il est dans son rôle? Oui. Pour pas faire peur à la population? Oui, déjà, c'est pas seulement qu'il est dans son rôle, la réalité c'est que l'incident a été géré. Oui. Mais ça démontre quand même... Est-ce que c'est pour autant qu'on doit empêcher la population d'avoir peur, de se poser des questions? Ce qui me surprend même, c'est comment est-ce que ces individus ont fait pour débarquer dans l'enceinte de l'hôtel Sawa. Nous qui avons l'habitude de ces lieux-là, nous savons que pour y accéder, depuis que les terroristes ont annoncé le temps, il faut souvent montrer patte blanche. Oui. On scanne la voiture, on scanne la personne et tout, on vous fouille jusqu'au dernier retranchement. Malheureusement, ça n'a pas sûrement été le cas aujourd'hui. Et voilà pourquoi ces individus, je les appelle des individus, parce que je ne peux pas encore dire que ce sont des terroristes, puisque nous n'avons encore aucun élément qui démontre que ce sont des terroristes. Mais je dis, c'est des individus qui se sont introduits dans l'hôtel. Heureusement qu'ils ne sont pas entrés dans les chambres de l'hôtel. Donc c'était encore un peu à l'extérieur. Et vous savez que nous sommes en période de campagne électorale. Les sécessionnistes ont promis qu'ils vont faire mal pendant la campagne électorale et pendant le vote. Ça devait... Oui, ils l'ont promis. Nous, on ne peut pas savoir jusqu'où ils peuvent aller. Ne pensons pas que les terroristes vont seulement rester dans les régions anglophones, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest. Ça devrait attirer donc l'attention de tout le monde. Il faut une vigilance maximale. Et vous savez qu'on ne peut pas placer un gendarme derrière chaque compatriote, derrière chaque Camerounais. Donc, même la population devrait rester vigilante à tous les niveaux et être capable de détecter les attitudes suspectes dans tous les cas. Donc, je crois, heureusement, que il n'y a pas eu d'effusion de sang aujourd'hui à l'hôtel Sawa, mais ça attire quand même l'attention et il appelle à une vigilance maximale. Souvenez-vous, au cours de cette année, nous avions eu un cas à peu près semblable du côté de la direction de la SCDP. Oui. Je crois que c'est pratiquement le deuxième cas que nous vivons ici à Douala. Et nous devions comprendre que les grandes villes, c'est-à-dire Douala, Yaoundé, Bafoussam, bref, les grandes villes sont les cibles directes des sécessionnistes. Donc, il faudrait donc vous faites les responsables... Pourquoi vous faites un lien? Vous basez sur quoi? Dans tous les cas, je n'ai pas dit tout de go que ce sont les sécessionnistes, mais je dis que les sécessionnistes ont annoncé le temps. Ils ont dit que pendant cette période de campagne, ils vont sévir. Okay. Nous ne savons pas de quel côté ils vont sévir. À tous les niveaux, ils peuvent sévir. Et puis, je dis, il faudrait que ça attire l'attention de tout le monde. Dans les églises, dans les écoles, dans les hôtels, tous les lieux publics, les marchés et autres. Il faudrait une vigilance maximale et que chacun, qu'on sache que ce n'est pas seulement une affaire des forces de l'ordre. C'est vrai que c'est eux qui sont supposés maintenir notre sécurité, mais il faudrait que chacun soit capable de regarder autour de lui pour voir s'il n'y a pas des attitudes un peu suspectes. Maître Biton, dites-moi, quand vous avez appris la nouvelle cet après-midi, ça vous a fait peur? Ben, moi, je viens de l'apprendre tout à l'heure. Ah, vous venez de l'apprendre? Oui. Et bon, je me dis que c'est un épiphénomène. Le gouverneur a
rassurer la population, parce qu'il n'est pas question de mettre la psychose dans les esprits des hommes, mais comme dit mon copanéliste, oui, il faut la vigilance, n'est-ce pas, tous azimuts. J'aime bien quand on prononce mon nom, hein. Ma mère m'a aimé avant de donner ce nom. Oui, bon. Que ce soit honorable Marlise ou vous avez toujours l'habitude de m'appeler copanéliste. Je suis Casimir Désiré Taï. Oui, merci, d'accord. Donc, je m'excuse pour ça. Donc, je disais que vraiment, il faut une vigilance à toute épreuve. Parce que nous avons vu la guérilla dans d'autres pays. Ce n'est pas une bonne chose. Elle est là par la force des choses. Il faudrait prier Dieu que ça puisse s'arrêter. Et je vous ai toujours dit sur ce plateau que, à mon avis, j'aurais préféré que la paix se fasse avant toute autre chose. Parce que les élections, on en a fait beaucoup. Et une vie ne vaut peut-être rien, mais rien ne vaut une vie humaine. Alors, on a perdu déjà beaucoup de vies humaines. Je crois que il faudrait... Vous pensez que les élections vont pousser à une radicalisation? Ben justement, il faut éviter, n'est-ce pas, des occasions comme celles que nous venons de vivre, où, n'est-ce pas, certains fonctionnaires font du zèle. Je rappelle que toute autorité vient de Dieu. Que ce soit le président, le roi, le ministre, le chef traditionnel, toutes ces autorités viennent de Dieu. Et Dieu les a placés pour la paix, pour le bien-être des populations, et non d'un homme. Parce que l'homme passe, mais le peuple demeure. Et ce peuple-là, tant qu'il n'est pas pris en compte, eh bien, vous allez à l'encontre de Dieu qui vous a installé. Marlise, honorable, c'est la deuxième tentative. On a parlé de la SCDP il y a quelques mois. Aujourd'hui, c'est en plein Bonanjo. Il y a de quoi s'inquiéter. Hein? Il y a une immigration qui n'est pas loin. Il y a la deuxième région de militaire, Rémia 2, qui est là. Hôtel Sawa, il faut quand même... Ils ont osé. Oui, et c'est le lieu de remercier... Non loin d'un camp militaire. Hein? C'est le lieu de remercier nos autorités administratives et nos forces de sécurité parce qu'ils ont fait leur travail. Ils ont fait leur travail. Et c'est également le lieu de nous rappeler, comme l'a dit Casimir Désiré Tagné. Merci, honorable. Et M. Bitton, oui, Maître Bitton. En fait, cela doit interpeller la veille que chacun de nous doit observer, parce qu'il ne s'agit pas d'un jeu d'enfant. C'est une situation extrêmement sérieuse. Et même pour il n'y a pas eu laquelle de perte en vie humaine, il faut quand même savoir. il n'y a pas eu parce que les professionnels en charge de notre sécurité ont fait leur travail. Mais je veux dire que telle que la situation se présente dans notre pays, chacun de nous est un agent de sécurité pour lui-même et pour ses proches, pour lui-même et pour sa communauté. Donc, en même temps que eux, ils font leur travail, nous devons faire notre travail qui consiste, à faire attention à ne pas aller dans les endroits considérés comme dangereux et également signaler tout dysfonctionnement qui pourrait, on ne sait jamais... Mais l'hôtel Sawa n'est pas dangereux. Ça peut arriver n'importe où. Justement, si ça arrive à l'hôtel Sawa, oui, c'est que ça peut arriver au marché central, oui, c'est que ça peut arriver partout. Oui. Donc, la leçon est encore plus forte. Heureusement pour nous, la situation a été maîtrisée. Et je prie Dieu, comme disait Maître, que l'intelligence et le courage qui ont motivé Mancho BBC, j'allais dire, soit communicatif et que d'autres leaders, parce que lui, Mancho, je sais qu'il n'est pas sécessionniste. En fait, c'est ce qu'il m'avait dit. Il n'est pas sécessionniste, mais... Vous l'avez rencontré. Par contre, beaucoup qui ne sont pas sécessionnistes ont quand même encouragé cet état de choses en voulant comprendre, en étant empathique, en justifiant l'injustifiable,
cela a amené la situation à prendre l'envergure que nous connaissons aujourd'hui. Donc s'il y a des hommes courageux comme Mancho et d'autres qui peuvent le rejoindre pour que nos frères cessent le feu, comment on dit ça en français correctement? Quand on... Cesse le feu? Oui, qu'ils cessent le feu. Ils déposent les armes? Ils déposent les armes parce que la solution ne viendra jamais de ces armes. Nous savons aujourd'hui ce qu'ils veulent. Nous sommes très nombreux à ne pas vouloir la même chose qu'eux, mais peut-être qu'on peut trouver, j'allais dire, une autre façon de faire les choses qui contentera aussi cette fraction qui s'est rébellée. Mais je peux leur jurer qu'ils peuvent toujours continuer à tirer et à égorger les gens, mais ça n'amènera rien, ça ne résoudra aucun problème qui a été posé par eux. Ok, Poting, peut-être pour terminer sur ce qui s'est passé à l'hôtel Sawa, vous allez continuer avec l'initiative de Mancho BBC, vous l'avez compris. Comment comprendre qu'une faction s'oppose à l'initiative de Mancho BBC pour la paix? Comment comprendre que les gens s'opposent? Bon, déjà... Il va en fait organiser un tournoi, un match de football entre détenus anglophones pour le vivre ensemble. Dans le reportage était clair, le document n'a pas déjà été authentifié. Ça, c'est un. De deux, on peut amener des personnes à accepter... Il n'a pas démenti non plus aussi. Oui, bon, il n'a pas démenti. Vous savez, il y a des événements, nous sommes dans un pays où on a eu l'habitude de voir tellement de documents circuler, des documents circuler qui se contredisent au fur et à mesure, ce qui fait que tant que les faits ne sont pas souvent... Non, mais en même temps, le deuxième footing, le deuxième document, dans le reportage de Sidé, ils disent qu'ils n'ont pas mandaté Mancho BBC, les autres pour parler en leur nom. Je crois que le problème n'est plus au niveau d'authentification. D'accord, admettons que c'est Mancho BBC qui a signé le document. Est-ce que ce document suffit pour arrêter la sécession? Parce que vous savez, Mancho BBC n'a jamais été sécessionniste. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Il était arrêté dans le cadre d'une manifestation et non dans le cadre de la sécession. Alors, il n'a même pas qualité à appeler tous. Il peut appeler en tant que citoyen, en tant que citoyen comme nous le faisons d'habitude, mais pas en tant qu'un leader sécessionniste comme beaucoup de personnes aimeraient voir. Le problème est plus profond que cela, parce que si même au sein de la prison déjà des personnes incarcérées continuent de croire qu'ils n'ont pas mandaté Mancho BBC et acceptent de faire la tête en disant nous sommes encore pour la sécession ou du moins pour le combat sur le terrain, cela démontre à suffisance que le problème est davantage plus profond. Bon, peut-être c'est un début de la paix parce qu'un acteur de la crise décide de se prononcer en faveur de la paix. Cependant, cet acteur de la crise-là n'est pas du côté de ceux qui combattent sur le terrain, parce que les fractions qui sont sur le terrain ne sont pas malheureusement ceux qui avaient initié les marches au début de la crise. Les sécessionnistes sont nés eux après, parce qu'au début de la crise il n'y a pas de sécessionnistes. C'est en fonction de l'escalade de la violence, des tiraillements entre l'armée et les populations que les bandes armées se sont constituées au fur et à mesure. Entre-temps, Mancho BBC, lui, était déjà arrêté. Et jusqu'ici, il ne s'est jamais prononcé en faveur des sécessionnistes. Il ne faudrait pas quand même que, face à un problème aussi compliqué et complexe qui vient entacher notre vivre ensemble et l'avancée du pays, parce que notre économie en paie un coup, on s'attarde dessus des choses aussi, parce que Mancho BBC, comme je le dis, peut parler, comme nous ici sur le plateau, nous parlons souvent qu'on doit déposer les armes. Mais si on essaie de placer Mancho BBC comme un leader sécessionniste qui demande à ses lieutenants sur le terrain de déposer les armes, moi je pense que c'est une imposture de plus. Non, c'est un coup. C'est sur la paix, c'est un match de football. Un appel de paix est un appel de paix. Moi j'appelle à la paix sur ce plateau. C'est pas ce que le reportage de Gladys Sidé dit. Voilà, merci, M. Fouti. Oui, honorable. Oui, je suis désolé de revenir sur ce fait. Ce n'est pas parce que la confrontation au départ paisible ou apaisée n'arrivait pas à aboutir que l'idée de la sécession est née. Non, monsieur, ça veut dire que vous n'avez pas bien lu l'histoire de notre pays. L'idée de la sécession est là depuis
une cinquantaine d'années, tout le monde le sait. Et elle s'est manifestée régulièrement tous les 1er octobre, tout le monde le sait. Maintenant, quand on a commencé à observer les Mancho BBC qui ont commencé à dénoncer des manifestations, en fait, peut-être qu'eux-mêmes ont été instrumentalisés, puisque ce qu'on attendait, effectivement, c'est que ça dégénère pour que la lutte armée soit installée. Justement. Bon, maintenant, moi, je me dis la chose suivante. Il y a un député, je dis bien un député. Mancho, lui, c'est un activiste dans la rue. Mais un député à l'Assemblée nationale a déclaré devant tous ses collègues que les francophones ont organisé un génocide. C'est un crime contre l'humanité qui a été planifié pour décimer la population anglophone. Ça a créé un tollé. Non, c'était après Wirba. Je ne veux pas citer le nom de mon collègue. Ça a créé un tollé et finalement, je suis heureuse de voir aujourd'hui que quand nos frères anglophones quittent le nord-ouest et le sud-ouest, ils viennent se réfugier chez nous. Parce qu'ils savent bien que personne n'a jamais planifié une telle bêtise. Alors, je suis tellement peiné qu'ils soient obligés de quitter leur domicile, mais en même temps, le temps donne raison à nous tous qu'il n'y a jamais eu un plan diabolique pour décimer les populations. Alors, quand des gens instruits, des personnes instruites, tiennent ce type de langage, vous pouvez imaginer comment les gens ordinaires, comme vous et moi, ont été instrumentalisés. Ce qu'on leur a raconté, on n'apprend pas un hymne en un jour. On n'a pas un drapeau en un jour. On n'a pas un passeport en un jour. Donc, c'est quelque chose de bien planifié. Et aujourd'hui, nous le savons tous. Maintenant, si BBC, qui est quand même un leader d'opinion, parce que ce qu'il a fait, c'était du courage. Et il a assumé. Et la conséquence est tombée parce que la répression fait aussi partie de la réponse étatique. Donc il se retrouve là où il est, mais il réalise au fil des jours que non seulement ça s'aggrave, mais qu'on ne progresse pas, il n'y a pas de voie de sortie. Donc il dit, cessez le feu. Cessez le feu parce qu'au moins à partir de ce moment-là, d'autres solutions peuvent être mises en marche. Donc c'est pour ça que je l'ai félicité. Mais je n'ai pas dit qu'il est un sécessionniste et que parce qu'il est un sécessionniste, il va obtenir des sécessionnistes qu'il le cesse le feu. Merci. On va terminer par ce problème de CA administratif. Ce problème, les gens pensent que lorsque le véhicule accompagne les enfants à l'école, bon, personne n'en parle. Lorsque le véhicule CA va à l'église, personne n'en parle. Mais lorsque on trouve le CA à un meeting du RDPC, ça devient un problème. Oui, mais qui veut la prendre? D'abord, moi, ça c'est fait un peu de la filouterie dans le discours. Les gens, les Camerounais sont fatigués de parler. Ça dit qu'on trouve parfois des ils commencent à parler quand c'est le meeting. On trouve parfois des ambulances en route en train de klaxonner Douala Yaoundé, alors que à l'intérieur, on trouve des sacs de macabo et du poisson. Les gens sont fatigués de parler, en fait. Bon, maintenant, quand l'occasion se présente, qu'on parle, puisque si ce n'était pas en période de meeting, personne n'allait écouter. Ça fait justement du buzz et du bruit parce que nous sommes en période de campagne. Ce sont des choses qu'on dénonce tous les jours. Moi, je l'ai déjà dénoncé plusieurs fois. Même sur ce plateau et sur d'autres plateaux, sur les réseaux sociaux, on en parle. Si ça fait du bruit, c'est parce que nous sommes en période de campagne. Une injustice reste une injustice. Une faute reste une faute. Les voitures de l'État sont faites pour des services de l'État et non pour des services électoraux. On a vu dans d'autres pays, pour revenir sur ce que Madame l'honorable disait tout à l'heure, on a vu dans d'autres pays comme Madagascar, parce que je n'aime pas prendre l'exemple de la France, ce sont des sales exemples, des présidents même qui démissionnent avant de poser leur candidature. Alors, comme nous avons hérité le mensonge, la manipulation et toute autre chose de la France, nous l'appliquons à la lettre. D'ailleurs, même que notre champion national est un bon élève de Paris. Dans tous les cas, Serge Alain, je crois qu'il faudrait que les fonctionnaires commencent à faire la part des choses entre leur fonction de fonctionnaire et leur militantisme au parti au pouvoir. Quand ils veulent militer, qu'ils laissent les biens de l'État de côté et qu'ils aillent militer proprement. Et puis, parlant de cette disproportion
dans la campagne. L'honorable Marlise a pris l'exemple de la France au début de cette émission, mais qu'elle n'oublie pas que Sarkozy, le président Sarkozy, qui avait été président de la France, comme on le sait, et a des inquiétudes au niveau de la justice aujourd'hui, parce qu'on lui reproche d'avoir utilisé de l'argent qui n'était pas destiné. L'argent, oui, bien sûr, c'est de l'argent sale, il faut le dire. Parce que quand vous prenez l'argent de l'État, quand vous puisez dans les caisses des impôts et tout ce que les Camerounais payent pour faire la campagne, c'est de l'argent sale. Donc, qu'ils sachent que Sarkozy avait été inquiété en ce moment pour de l'argent sale. Oui, Maître Bitton d'abord. Oui. À la fin, on est arrivé au terme de l'émission. Oui, moi je dis que il est demandé aux autorités ou à nos fonctionnaires de faire preuve de professionnalisme, de faire preuve de vérité dans leurs différentes missions, de faire preuve d'équité, n'est-ce pas? Et j'allais dire de ne pas faire 2 poids 2 mesures, hein, que ce soit au haut niveau ou au niveau inférieur, parce que lorsque vous employez les véhicules de l'État, je l'ai déjà dit, ce sont nos véhicules payés par les impôts de chacun. Oui. Et si eux ils emploient, qu'ils en donnent aussi aux opposants. On fait comme si le monde des opposants, c'est pas le Cameroun, mais le monde du parti au pouvoir ou des sympathisants du parti au pouvoir ou alors de la coalition gouvernementale. Nous sommes des frères. Et vraiment, vous avez parlé un mot tout à l'heure, le sport. La politique devrait être comme le sport. C'est-à-dire, il faut le fair play. Il faut qu'on se dise que c'est le temps des élections, ce n'est pas la guerre. Mais on s'en prend aux personnes. Regarde les invectives, n'est-ce pas? Ce n'est plus une campagne électorale. C'est maintenant, on s'en prend aux individus, aux personnes, et ce n'est pas bon. Okay. Bon. Le mot de la fin pour vous, honorable Marie Jolabel. Oui, je dis les fonctionnaires vont respecter les procédures. Je pense que c'est au niveau des procédures que ça doit être clarifié. Et que quand il est interdit d'utiliser le véhicule de service pour des besoins propres, la personne qui ne respecte pas cela, forcément, doit être punie. Je voudrais finir pour dire que j'ai été très heureuse de voir la moyenne d'âge observée dans le meeting de Cabral Libye. Oui. Ça veut dire que Paul Biya a réussi quelque chose d'extraordinaire, donner le goût et l'envie aux jeunes de participer à l'édification de notre pays. Ok, merci. Merci à vous, chers messieurs. Merci. Malheureusement, Serge Alain, je croyais qu'on devait avoir 1 minute pour parler de ce plan d'urgence humanitaire qui est finalement devenu le coup de cœur de 1994, où l'argent était resté entre 2 avions. Ouais, on aura le temps de parler de ce pahu. Voilà. Voilà, madame, messieurs, c'est ici que prend fin ce numéro de Equinox Soir. Tout de suite après, vous allez avec la grosse équipe de Yaoundé. Étoudi 2018, rediffusion Equinox Soir, 23h GMT. Il sera minuit à Bamendou. Equinox Télévision, au-delà de l'image,